Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons aborder la deuxième partie du cours sur l'atome et nous allons nous intéresser, après avoir vu un atome dans son ensemble selon la théorie du modèle particulaire, nous allons nous intéresser à ce qui le constitue. Donc deux particules que vous connaissez très bien, nous allons revoir comment elles ont été découvertes et quelles sont les implications sur la compréhension de l'atome. Il s'agit évidemment de l'électron et du proton. Donc, pour comprendre l'arrivée du proton dans la compréhension de la matière, il faut revenir aux travaux de Joseph Thomson, notamment avec son tube cathodique. Alors, un tube cathodique, c'est un tube en verre dans lequel on a deux plaques électriques, deux plaques métalliques, et à l'intérieur desquelles entre lesquelles, on va laisser passer un courant énergétique. Donc, à l'époque, on appelle pas ça un courant électrique, puisque le mot vient de électron. Mais ce courant, il existe, on l'observe. Alors, on comprend que ce courant, donc, il est visible, on voit vraiment de l'énergie circuler, c'est un éclair en réalité, un éclair permanent entre ces deux plaques de métal. On comprend, il est là, on le voit. Alors, ce que Thomson va faire, c'est que pour que ce rayonnement puisse être visible, il va créer un vide de matière dans le tube. C'est à ça que sert la pompe à vide. Donc, on a un tube qu'on va complètement vider de sa matière, et ensuite, on va laisser passer un courant donc énergétique entre ces deux plaques. Alors, le courant se matérialise ici. Alors ensuite, à travers différentes expériences, on va pouvoir déterminer, on va pouvoir identifier certains aspects de ce rayonnement. Par exemple, c'est assez évident, mais le rayon va tout droit. Ce qui est modifié lorsqu'on approche un aimant. Alors, première observation de Thomson, ce rayonnement ici énergétique est sensible aux aimants, au magnétisme. Il y a quelque chose dans les aimants qui perturbe et qui dévie la trajectoire de ce rayonnement. Autre expérience qu'il va faire, il met une petite plaque, peu importe sa constitution, mais un petit morceau de plastique ou de bois dans le chemin, et le rayonnement s'arrête. C'est-à-dire qu'il ne passe pas à travers la plaque. Donc ce qu'il en déduit, c'est que ce rayonnement, c'est de la matière. Si c'était juste des ondes énergétiques, ça pourrait facilement passer à travers. Mais ça n'est pas le cas. Autre expérience, il va approcher un objet qui est chargé électriquement, qui est chargé négativement. Donc on est capable de déterminer si des objets ont des charges, plus ou moins à l'époque. Et lorsqu'il approche un objet qui a une charge négative, il se rend compte que ça repousse son rayonnement. Alors il en déduit, selon la compréhension des lois d'attraction-répulsion, si ce rayonnement est repoussé par quelque chose de négatif, alors il est lui-même négatif. Donc, on comprend, on avance, on a un rayonnement qui est de la matière, c'est de la matière négative, sensible au magnétisme. Voici la conclusion à laquelle il parvient, c'est qu'il semblerait qu'il y ait dans la matière, en tout cas dans ce rayonnement ici, des particules donc matérielles. On parle vraiment de matière, puisque c'est arrêtable par un écran, qui sont négatives. Et sa réflexion l'amène à en déduire que ces particules, ce sont des petites particules qu'on retrouve dans les atomes, et on va les nommer les électrons. Alors, on donne la découverte de l'électron à Thomson en 1897. Les électrons donc sont négatifs, c'est pour ça qu'on met un -1 ici, et on est capable, à travers différentes expériences un peu complexes, de déterminer la masse d'un seul électron. Alors vous comprenez avec le 10-31 que c'est très 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 petit comme masse. Donc c'est un 9,1 avec énormément de zéros avant qu'il faut mettre, donc 0,0000091 kg. Très bien. Alors quelle est la conclusion de ces travaux et qu'est-ce qu'on va en faire? Si on revient à l'atome, on est bien obligé d'admettre qu'il y a quelque chose de négatif dans les atomes, des électrons. Alors, sauf que ce qui nous embête, c'est qu'un électron, c'est censé être neutre. Un atome est censé être neutre. Donc, s'il contient des petits morceaux négatifs, il y a forcément quelque chose de positif à l'intérieur pour neutraliser l'atome, pour qu'il soit neutre. Donc, Thomson élabore un modèle. Il se représente un atome comme une sorte de bouillie positive, ou un gâteau, si vous voulez, positif,
sur laquelle se promènent des petites sphères négatives, donc les électrons. Alors dans l'analogie avec le gâteau, c'est comme un petit gâteau avec des petites cerises ou des petites prunes négatives qui se promènent, qui sont posées sur une pâte à gâteau positive. Alors c'est très intéressant comme modèle puisque ça permet de comprendre par exemple ou d'expliquer, de représenter le courant électrique. Donc le courant électrique, ce sont des électrons, donc électrique ça vient d'électrons, qui se déplacent d'atome à atome. Donc un courant électrique, c'est simplement un électron qui est poussé, donc chassé d'un atome, et qui va, en arrivant sur un autre atome, le pousser, donc pousser un autre électron, puisqu'il est négatif et que l'électron ici est négatif, il va se faire pousser, et ainsi de suite. Donc on peut se visualiser le courant, donc le déplacement électrique. Alors c'est très bien, et c'est assez fonctionnel comme modèle. On l'appelle le modèle de Thomson, donc c'est une représentation de l'atome élaborée par Thomson. Alors c'est très bien, mais dans les années qui suivent, on a d'autres expériences qui sont faites. Par exemple, Ernest Rutherford qui va faire une expérience assez particulière. Donc il a une source de petites charges, de petites particules qu'il sait positives. Il ne sait pas ce que c'est, mais il sait que c'est positif. Il sait que c'est positif puisque c'est attiré par des charges négatives ou c'est repoussé par des charges positives. Bon, donc il sait, donc ça c'est en fait c'est des objets radioactifs. À l'époque, on étudiait la radioactivité, puis on essayait de comprendre ce qui se passe. Mais là, ce qui l'intéresse, c'est pas spécifiquement le rayonnement positif qui sort, ça il l'observe, il sait que c'est des petits morceaux positifs, mais il essaie de voir comment réagit ce rayonnement si on le met face à un mur. Alors un mur extrêmement fin, il veut mettre un mur le plus fin possible. En fait, ce qu'il veut faire, c'est un mur qui contient très peu d'atomes en épaisseur. Donc on est capable de faire ça avec des feuilles d'or. Donc de l'or, le matériau, l'or. On peut en faire des films extrêmement fins. Donc il n'y a pas de trou dans le mur. La seule chose, c'est qu'il est très 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 fin. Eh bien, en faisant passer ce rayonnement positif à travers la feuille d'or, il se rend compte que la plupart du temps, le rayonnement positif passe à travers. Je répète, il n'y a pas de trou dans la feuille, mais pourtant son rayonnement passe à travers. Comment il fait pour savoir que ça passe à travers? Il a des capteurs. Sur la petite bande verte que vous voyez ici, il y a des capteurs qui s'allument si des charges positives arrivent. Vous voyez qu'en permanence ici, ça reste allumé. Donc, il en déduit que la plupart du temps, son rayonnement positif passe largement et facilement à travers la feuille d'or, qui ne contient pas de trou. Donc la première déduction qu'il fait, c'est qu'il peut-être que la matière, en réalité, elle est plus poreuse, elle est plus creuse que ce qu'on pense. Peut-être qu'un atome, ça contient du vide. Mais le deuxième aspect qui l'intéresse, c'est que de temps en temps, il semblerait que son rayonnement soit repoussé par la feuille d'or. Je vous rappelle qu'il est positif, ce rayonnement, et donc il y a quelque chose qui le renvoie en arrière. Regardez, hop, ça vient de s'allumer en arrière ici. Donc son rayonnement est renvoyé. Alors selon les lois de l'attraction-répulsion, si quelque chose renvoie son rayonnement positif en arrière, c'est que ce quelque chose est lui-même positif. Donc c'est du plus qui fait partir le plus en arrière qui le repousse. Bon, alors qu'est-ce qu'il en déduit? Il en déduit, voilà une image qui peut essayer de représenter ce qui se passe selon lui. La plupart du temps, eh bien, les rayons que vous voyez ici, les petites billes grises, passent à travers sans problème. Et de temps en temps, regardez ici l'image, il y a une petite bille grise, pouf, qui percute quelque chose de positif et qui est renvoyé en arrière. Voilà comment il s'imagine un atome. En réalité, il comprend qu'il y a essentiellement du vide dans l'atome, c'est pourquoi son rayon passe à travers. Il comprend qu'il y a quelque chose de positif au milieu des atomes, donc selon son modèle, c'est quelque chose qui est situé au milieu, qui va renvoyer les charges positives qu'il envoie, et il va appeler ça des protons. Alors, les protons seraient dans des noyaux, au milieu de l'atome, donc, entourés de vide, et ils seraient positifs. On va donc lui attribuer la découverte du proton en 1919, donc une vingtaine d'années après la découverte de l'électron. Et par des petits travaux, donc vous voyez, charge positive, on va être capable de déterminer que c'est très 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 peu lourd, mais ça reste quand même beaucoup plus lourd qu'un électron. Je vous rappelle que l'électron, c'était 10-31, alors qu'ici on est à 10-27. Ça veut dire que c'est 2000 fois plus lourd qu'un électron. Ça reste petit, on s'entend, mais c'est quand même plus gros. Alors, une fois ces deux informations réunies, l'existence d'un électron négatif qui peut sortir de l'atome et l'existence du vide et d'un noyau positif au milieu,
Eh bien, voici comment on peut se représenter un atome à l'époque de Rutherford. Donc, il va inventer son modèle, le modèle de Rutherford, où on a un noyau positif avec des petits morceaux négatifs qui se promènent éloignés du noyau, et entre les deux, il y a du vide. Alors, ça a une conséquence très importante, la compréhension du proton, sur le concept d'élément. Car en réalité, rapidement, les scientifiques vont comprendre que ce qui différencie les différentes sortes d'atomes, je vous rappelle qu'on appelle ça des éléments, eh bien, c'est simplement leur nombre de protons. Rappelez-vous, Dalton avait fait une classification en fonction de la masse. Eh bien, pourquoi un atome serait plus lourd qu'un autre? Parce qu'il contient plus de protons. Et voilà comment le tableau périodique va être amélioré, il existait déjà à l'époque. On va simplement comprendre que l'atome d'hydrogène qui est le moins lourd, en réalité, c'est celui qui a le moins de protons. Et que l'atome de lithium qui est pas mal plus lourd, le troisième plus lourd du tableau, eh bien c'est parce qu'en réalité il a 3 protons. Et ainsi de suite. On va donc pouvoir placer les atomes en fonction du nombre de protons. C'est exactement ce qui est fait dans le tableau périodique. L'élément en haut à gauche, l'hydrogène, a un seul proton, le numéro 2 en a 2, le numéro 3 en a 3, et ainsi de suite. Donc ce qu'on appelle le numéro atomique, le numéro de l'atome, qui est une progression nombre après nombre sans décimale, donc des nombres entiers dans le tableau, de gauche à droite et de haut en bas, et bien en réalité c'est une progression du nombre de protons. Alors, dit autrement, si vous prenez n'importe quel élément dans le tableau, alors on dit avec le sélénium ici, on voit que son numéro atomique c'est 34, et bien ça veut dire qu'il a 34 protons. Et comme un atome est censé être neutre, on verra plus tard que c'est pas toujours le cas, mais eh bien on peut automatiquement et tout de suite en déduire que le sélénium, s'il a 34 protons, il a également 34 électrons, donc 34 positifs et 34 négatifs qui se neutralisent. Voilà de quoi il fait un atome de sélénium. Un atome de lithium a 3 protons et donc 3 électrons, et ainsi de suite. On avance dans la progression des modèles, on vient de comprendre qu'il y a un noyau positif constitué de protons, on comprend qu'il y a des électrons négatifs autour, et rien qu'en regardant le numéro atomique d'un élément, on est capable d'en déterminer eh bien, sa constitution atomique, le nombre de protons, et le nombre d'électrons qui se promènent autour. Voilà pour le deuxième cours.